un danger principal de l'utilisation massive des ETF, qui est l'appauvrissement de la pensée derrière et de notre compréhension du monde économique. Créer des modèles, des algorithmes qui vont détecter des tendances, qui vont détecter des secteurs, qui vont mesurer les risques de retournement des valeurs. Et ça, c'est de l'aide à la décision. Cette entreprise a été reconnue, on va dire entre guillemets, commence à être reconnue par le marché. Elle a fait plus de 173% en un an. C'est un indice qui performe super bien depuis le début d'année. C'est un des indices les plus performants en Europe, il me semble. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café Finance. Je suis avec mon café, mais aussi avec deux nouveaux invités. C'est la première fois que je tourne avec Sébastien. Sébastien, que vous avez déjà vu peut-être, ceux qui nous suivent sur Instagram. On est apparu plusieurs fois ensemble dernièrement. Et c'est pas pour rien, puisqu'il a rejoint l'aventure Café Finance. Et avec Aymeric Guidet. Aymeric qui est patron de la société, directeur général de la société Pergam, société de gestion indépendante, qui gère à peu près 1 milliard d'euros, si je dis pas de bêtises. Voilà. On va aborder la thématique de la gestion active et la replacer par rapport à la gestion passive qu'on entend beaucoup en ce moment. Ici, à ma droite, Sébastien est un fervent défenseur de la gestion active et plus précisément des small cap value. Et Aymeric, qui du coup, dans le cadre de la société de gestion, doit gérer à la fois la partie active et la partie passive avec toutes ses spécificités. Et ça va être un échange passionnant. J'aimerais d'abord replacer dans le contexte macro global, parce qu'on en parlait justement avant de venir ici. En ce moment, il y a pas mal d'activités, notamment au niveau de la géopolitique. J'aimerais que tu puisses peut-être faire un petit topo dessus, global, et puis après, je te laisserai rebondir, Sébastien. Oui, bien sûr. Parfait. Alors, oui, en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais ça, c'est le lot de tout moment. En fait, les marchés financiers font qu'il y a toujours des événements. Donc, c'est pas plus en ce moment que d'habitude, il y en a tout le temps. En ce moment, les grands thèmes, c'est évidemment le conflit en Iran qui impacte énormément à la fois les économies développées, émergentes, mais le monde entier, parce que ça a des impacts très forts sur l'inflation notamment et sur certaines chaînes de production. Donc un vrai impact réel sur l'économie. Et puis, au final, une économie qui tourne pas si mal que ça. On a beau dire tout ce qu'on veut, les États-Unis, les chiffres sont pas mauvais, l'emploi est bon. Les banques centrales sont toujours omniprésentes, puisque c'est les banques centrales qui dirigent le monde. Donc, ils sont actifs. Ils font le job. On va le voir encore cette semaine potentiellement avec sûrement peut-être des remontées de taux. Donc des banques centrales qui sont là pour accompagner ces changements dans la politique, dans la géopolitique et dans l'économie mondiale. Mais pour le moment, en tout cas, plutôt des bonnes nouvelles d'un point de vue économique, en tout cas politique, c'est compliqué, mais l'économie tient. Et c'est ça qui est presque étonnant, c'est que ça tient aux US. En Europe, on est un peu impacté, évidemment. On est souvent un peu la zone la plus impactée par tous les maux. Mais ça tient encore, pour le moment en tout cas. Et puis, peut-être les émergents, et particulièrement la Chine, ça sera peut-être le gagnant de l'histoire, qui avance toujours avec un temps qui est le temps long, notamment en Chine. Ils ne sont pas du tout la même échelle temporelle que peut avoir une zone comme les États-Unis, qui est la chaîne de l'immédiateté, la zone de l'intelligence artificielle où il faut tout de suite, avec tant de croissance liée à ça. C'est vrai que ça soutient énormément l'économie américaine, mais la Chine, dans son registre, est plutôt avec la force tranquille qui continue à croître et dans lesquelles il y a de très belles perspectives, à mon avis, en tout cas pour les investisseurs. On aura l'occasion d'y revenir puisque c'est un sujet que tu connais beaucoup aussi, Sébastien. Que je suis particulièrement. Peut-être d'abord sur le point macro, tu as quelque chose à rajouter. Je sais que tu as beaucoup suivi aussi dernièrement et que tu as fait quelques vidéos sur les actualités. Donc, sur notamment SpaceX, on pourra en reparler. Mais mais c'est assez paradoxal ce que tu dis et je te rejoins en fait totalement dessus. Parce que on nous dit derrière que les spécialistes nous disent que l'économie tient, mais derrière, on entend beaucoup aussi d'alarmistes, sur les réseaux sociaux ou même un peu partout. Et ça rappelle un peu l'effet psychologique, que ce soit sur les marchés actions ou sur tous les marchés. Évidemment, pour moi, la macroéconomie, la géopolitique, de court terme, régit plus, le mental des investisseurs et leur réaction face à du court-termiste. Quand on est dans une optique long-termiste comme en Chine, ça nous rappelle, qu'il faut toujours... s'attarder sur les fondamentaux, regarder vraiment et essayer de comprendre la macroéconomie pour justement être un peu décorrélé aussi au niveau de notre esprit sur les marchés.
Donc je rejoins totalement ce que tu dis, et cet effet court-termiste, on le voit par exemple, j'en parle rapidement avec SpaceX, qui on annonce être l'IPO de l'année. Je crois que c'est l'IPO la plus médiatisée que j'ai vue dans ma courte carrière, mais que j'ai vue depuis le début, et qui est, on va dire, totalement délirante, et ça montre aussi ce paradoxe entre une personne clé comme Elon Musk qui fait l'ultra-médiatisation et le fait d'acheter les tendances en bourse notamment, et on va dire la réalité avec une entreprise qui perd plusieurs milliards de cash, qui a une dette aussi assez élevée, et qui, on n'a pas, en fait là on va pricer la perfection dans les prochaines années plutôt qu'on va dire que la qualité fondamentale d'une entreprise. Mais ça, on y reviendra aussi par la suite. Oui, suivi de près par Anthropic et OpenAI, on aura peut-être l'occasion de le dire derrière. J'aimerais avant tout pouvoir replacer le contexte et pourquoi on a choisi ce sujet-là. On a tendance ces dernières années, avec la grosse vague de démocratisation de l'investissement, à opposer gestion active et gestion passive. Toi, je l'ai dit tout à l'heure, tu es un fervent défenseur de la gestion active. Aymeric, toi, tu es un petit peu plus mesuré, nuancé dans la manière d'appréhender les choses. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a tendance à focaliser notre vision du marché sur les US, le Nasdaq ou le S&P, et à tout comparer à ça. J'aimerais peut-être, Aymeric, dans un premier temps, que tu puisses replacer ce qu'est le marché dans sa globalité. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de marché? Parce que c'est ça qui compte vraiment quand on veut derrière parler de gestion active et de gestion passive. Tout à fait, parce qu'en fait, on parle souvent des marchés financiers, on utilise même des expressions que j'aime pas forcément, qui sont jouées en bourse, qui sont... alors, les marchés financiers, c'est quand même à la fois étatique, entreprise, ça a beaucoup d'impact. Quand on achète une action, on achète une part du capital d'une entreprise. Quand on achète une obligation, on prête de l'argent à une entreprise pour son développement ou pour consolider son bilan, pour beaucoup de choses. Donc, remettre du fondamental, c'est extrêmement important et c'est ça qui donne tout l'intérêt de la matière. C'est vrai qu'on dit souvent les marchés financiers, c'est quelque chose de très compliqué et les ETF, par exemple, typiquement, sont une méthode qui permet d'allouer du capital de manière assez simple, sans trop s'intéresser à savoir comment on le fait. On dit, je vais investir sur le Nasdaq, je prends un ETF sur le Nasdaq, et puis voilà. On ne s'intéresse pas de savoir si l'indice Nasdaq est polarisé, de plus en plus polarisé par des grandes sociétés d'IA, ou de savoir si c'est le Nasdaq, c'est les valeurs tech américaines. Or, c'est des choses qui sont fondamentales pour un investisseur, de savoir ce dans quoi il investit, parce que ça peut avoir des effets importants sur sa performance au final. Donc aujourd'hui, la finance, en général, c'est quelque chose qui reste complexe, qu'on peut expliquer, essayer toujours de comprendre, expliquer, parce que c'est extrêmement intéressant pour celui qui s'intéresse à la matière, de comprendre le pourquoi du comment il investit sur les marchés, quel est l'intérêt aussi, pourquoi il le fait, est-ce que c'est pour valoriser son capital, est-ce que c'est pour contrer l'inflation et donc ne pas s'appauvrir dans le temps, est-ce que c'est parce qu'il a reçu une somme d'argent? Est-ce que c'est de l'argent qu'il a gagné? Les philosophies peuvent être très différentes. Chacun peut avoir sa philosophie par rapport à l'investissement. Évidemment, avec le risque qui va avec, parce que investir, c'est quelque part prendre un risque. Donc, aujourd'hui, être capable aussi de savoir si acheter un ETF, c'est risqué ou pas, peut-être. Et donc, il faut s'intéresser à savoir ce que l'on fait. Et donc, vulgariser aussi, c'est important parce que il faut comprendre l'investissement, comprendre pourquoi on achète une valeur ou un ETF. Est-ce qu'on a le droit de le faire suivant les supports dans lesquels on le fait, si on le fait dans un compte titre ou dans un PEA ou au travers d'un contrat d'assurance vie? Évidemment, ça a des impacts et des solutions qui peuvent être différentes d'un produit financier à l'autre. Donc c'est pour ça que la matière est très très large. Elle est très impactante sur l'investissement parce qu'elle peut toucher des zones géographiques, elle peut toucher des secteurs, elle peut toucher des valeurs, elle peut toucher des devises également, puisque quand on investit aux États-Unis, on achète du dollar quelque part, donc ça a de l'impact de change sur l'investissement. Donc c'est toutes des notions fondamentales qui peuvent impacter l'investisseur. C'est ça qui rend la matière toujours aussi intéressante. Tu viens de soulever un point super intéressant. Selon moi, on partage le même combat avec Sébastien. Un danger principal de l'utilisation massive des ETF, qui est l'appauvrissement de la pensée derrière et de notre compréhension du monde économique, tellement la facilité d'utilisation est élevée. Toi, tu es allé encore plus loin dans ce combat-là, puisque tu t'intéresses uniquement à la gestion active.
Et encore au-delà de ça, une classe d'actifs très spécifique qui est le small value. J'aimerais que tu puisses expliquer peut-être ta philosophie d'investissement là-dessus. Oui, bien sûr. Et derrière, on reprendra avec Aymeric et sa philosophie à lui et comment les deux sont complémentaires. Bien sûr. Je rebondis juste sur la partie ETF de firme parce qu'après, c'est une suite logique quand même de ce qui m'a amené justement à travailler sur le small cap value. C'est qu'en ce moment, on voit, et comme tu l'as très bien dit, la vulgarisation est très importante, mais on voit un phénomène d'uniformisation et surtout d'ultra-simplification de la finance, qui est très bien à travers les ETF, mais qui est pour la plupart mal expliqué. Je prends l'exemple de l'année dernière, il y en a beaucoup qui me demandaient pourquoi, on va dire, le S&P 500 faisait aller plus, je crois, 11-12%, et quand l'ETF, justement, qui n'est pas hedgé contre le risque de change, en fait, en euros, il a fait que 3-4% l'année dernière. Bon, donc, c'est l'inverse depuis ce début d'année, maintenant, mais ouais. Exactement, oui, c'est l'inverse. Mais donc, c'est quand même des mécanismes assez importants à comprendre, et on voit justement qu'il y a de plus en plus, là, on voit un phénomène, c'est les ETF actifs qui sont de plus en plus, justement, en vogue, et c'est quelque chose qui est très mal expliqué, on va dire, au grand public, avec des ETF à levier, à effet de levier, qui peuvent, on va dire, accentuer les hausses, oui, mais également les pertes. Et ça, c'est un des plus gros risques pour moi de cette partie-là. Et alors, le small cap value derrière, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, en fait, il est très, on va dire, prétentieux de vouloir battre un indice sur le long terme. Enfin, très prétentieux, c'est possible, et surtout quand on n'est pas de métier, on va dire, de base. Et une des manières d'y arriver, c'est évidemment de s'exposer à des anomalies de marché. La classe d'actifs, historiquement, qui compte le plus d'anomalies de marché, c'est les small caps, donc les petites capitalisations boursières. Donc, c'est des entreprises qui ont justement une capitalisation, on va dire, jusqu'à à peu près 2 milliards, on va dire, dollars ou d'euros de capitalisation. Le small cap value, c'est un autre style donc, d'investissement qui consiste à trouver des entreprises, on va dire, décotées. Et c'est Warren Buffett qui disait cette phrase assez connue, c'est que je préfère acheter une entreprise exceptionnelle à prix raisonnable qu'une entreprise moyenne ou mauvaise à prix, on va dire... décorrélé du marché et de la réalité. Et donc small cap value, moi du coup ma philosophie d'investissement, c'est aller chercher des entreprises sur des marchés pas forcément les plus connus, sur des marchés émergents, mais ça on en reparlera juste après. Moi j'ai une grosse conviction également sur la Chine, des entreprises qui, on va dire, ont un potentiel de croissance beaucoup plus élevé que la moyenne, par exemple que les Magnificent Seven aux États-Unis, etc., et qui ont surtout des fondamentaux, parce que moi l'analyse fondamentale c'est, on va dire, ma philosophie et surtout c'est ce que j'ai bien appuyé ces dernières années, c'est d'aller chercher des boîtes qui ont une bonne rentabilité du capital, qui ont des flux de trésorerie disponibles, donc l'argent réel croissant et surtout qui leur permettent de distribuer des dividendes, d'avoir un peu plus de flexibilité également, de faire du rachat d'actions, etc., etc. Et des entreprises surtout avec peu de dettes, parce que l'un des plus gros dangers en bourse, tu me diras, je pense qu'on a la même philosophie là-dessus, c'est d'acheter des entreprises qui sont surendettées, pas très liquide, et au fur et à mesure, c'est pour moi, même si c'est pas le premier risque, c'est un des risques inhérents, on va dire, en bourse sur ce type d'actifs, surtout très peu suivi par les analystes, parce qu'il faut savoir que les small cap value, c'est là où il y a le plus de potentiel, mais justement, de par leur peu liquidité, il y a beaucoup de fonds qui ne peuvent pas y aller. En Europe, en France, principalement, c'est William Higgins, que je suis pas mal. Gérant Star, et on entend parler un peu partout, donc c'est cette philosophie d'investissement, se rapproche de la mienne, même si moi, je vais chercher quand même sur d'autres zones géographiques, principalement donc Chine, également en Europe, Pologne, mais ça on y reviendra aussi un peu plus tard. Et donc voilà, et évidemment, gérer le risque de manipulation comptable sur ces petites capitalisations avec des scores qui sont un peu connus actuellement, c'est le Benny Shem Score par exemple, qui est un score de manipulation comptable très intéressant à creuser et aller chercher, qui nous permet de voir, ça aurait évité par exemple la faillite d'Enron il y a quelques années, quelques années de ça, qui était quand même un gros scandale boursier. Donc voilà ma philosophie pour ceci. On a parlé pendant 1 heure de l'asset management et de la manière dont un gérant et quelqu'un qui travaille dans un family office, qui dirige même un family office, font pour gérer de l'argent. C'est des métiers qui sont en pleine croissance, qui sont très demandés et donc élitistes. Pour mettre toutes les chances de votre côté, j'ai négocié un partenariat avec Reizo. Reizo, c'est une société qui a été créée par 2 jeunes entrepreneurs et qui met en relation des entreprises et des étudiants. Le but, c'est de créer un tremplin pour les étudiants qui peuvent passer des certifications. Aujourd'hui, on connaît beaucoup le CFA. Ici, on veut remettre au goût du jour les certifications supervisées par la SFAF, qui était anciennement très réputée en France. Et derrière, ça vous permet d'être plus vu aux yeux des recruteurs pour tenter d'être recruté dans une société comme celle-là. Si vous voulez passer une certification et tester vos connaissances, vous avez le code Arnaud50, je vous l'inflige juste ici, qui vous permet d'avoir 50 € de réduction sur le certificat que vous passez. Merci, je pense que ça fait consensus sur certains points avec toi, Aymeric. Je sais que tu es un grand fervent quand même du pragmatisme globalement et de l'analyse fondamentale. Tu as ajouté dernièrement, on en parlait encore ce matin, de l'analyse quantitative en recrutant des personnes, des jeunes personnes qui développent des modèles exprès pour ça, et ça marche pas mal, tu me disais.
Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta philosophie, ta manière déjà de gérer Pergame, pourquoi tu as choisi d'être indépendant, la manière dont tu t'inscris dans cette philosophie, et derrière, la manière dont tu gères les investissements au sein de Pergame? Tout à fait. Pergame, donc, c'est une société qui a été créée il y a plus de 25 ans par quelqu'un qui s'appelle Olivier Combastet, qui est un entrepreneur, donc qui est toujours le président de Pergame, qui suit l'évolution de cette entreprise. Et dans la partie côté, notamment, on a décidé de rester flexible et d'essayer d'accompagner les changements de tendance des marchés. Alors, ça va des choses simples. Quand les taux ont remonté, on a embauché un gérant obligataire pour faire de l'obligataire, parce qu'avant, c'était un peu compliqué de faire de la performance avec des taux à zéro. Mais dernièrement, on s'est intéressé à l'évolution de la partie technique, technologique et quantitative. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, on a beau faire du fondamental et être fondamentaliste, parce que je crois beaucoup aux fondamentaux des entreprises, la partie technique et technologique, elle est extrêmement puissante, importante. On a donc embauché 2 personnes qui nous aident dans la recherche, à faire de la recherche quantitative, créer des modèles, des algorithmes qui vont détecter des tendances, qui vont détecter des secteurs, qui vont mesurer les risques de retournement des valeurs. Et ça, c'est de l'aide à la décision. Parce que toujours rester ouvert sur les évolutions des marchés financiers. Les marchés financiers ont cette caractéristique d'évoluer en permanence. Et ça, c'est quelque chose que les Américains ont beaucoup bien compris il y a très longtemps, de pouvoir mettre un peu de technologie, de technicité. C'est important pour rechercher toujours de la performance. Rester ouvert à l'innovation, parce que l'innovation, c'est la source de toute croissance pérenne à long terme. Donc il faut continuer à épouser ces sujets-là et donc être présent. Donc on a créé typiquement des modèles quantitatifs, on les a testés pendant 1 an sur Excel, puis on a vu que ça marchait. Donc on a après mis de l'argent, on a créé ce qui s'appelle des AMC. Donc c'est quelque part des produits financiers dans lesquels on met un peu d'argent et c'est comme un OPCVM, mais on a fait fonctionner les algos sur ces produits-là et on s'est aperçu que ça marchait encore, avec du vrai argent. Donc là, on leur a donné la possibilité de s'exprimer au travers d'un fonds action européenne qui est géré entièrement avec à la base des algos qui vont nous aider dans la décision et dans les choix des valeurs qu'on va mettre à l'intérieur du produit pour générer de la performance. Et pour le moment, c'est un produit, à ce jour en tout cas, qui est au-dessus de la performance de son indicateur de référence. Donc peut-être que ça marche aussi. Donc pas uniquement du fondamental, mais aussi de la technique. Et puis la technique, et notamment l'intelligence artificielle dans ces modèles, ça permet aussi de gagner du temps pour les analystes. Clairement. Aujourd'hui, créer des modèles de valorisation, c'est beaucoup plus rapide et de faire varier toutes les données de ces modèles, c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui avec l'IA. Donc, il faut utiliser les moyens techniques modernes au sein de sa gestion afin de gagner du temps. Ça, parce que le temps est extrêmement important dans nos métiers, parce que les marchés financiers sont très larges. Donc, investir aussi bien sur des petites valeurs, par exemple en Chine, c'est compliqué de toutes les connaître, de connaître tous les secteurs, savoir comment ils fonctionnent. Et c'est vrai que l'IA fait gagner énormément de temps à l'analyse financière. Et ça, il faut savoir utiliser ces choses-là. Et c'est là où une société de gestion indépendante a la caractéristique de pouvoir bouger plus rapidement, investir, allouer du capital et des ressources à des sujets qu'on pense être important pour générer de la performance pour l'entreprise, mais donc aussi pour l'investisseur au final. Ça, c'est super intéressant. Tu viens de soulever un point. Peut-être qu'aussi, je me dis que l'analyse quantitative, au-delà de tout ce que t'apporte l'IA, etc., bien sûr, pour augmenter la création de modèles, peut-être que ça t'apporte une certaine froideur, une certaine rationalité aussi dans les choix. C'est-à-dire que le modèle nous dit ça, on achète, le modèle nous dit ça, on vend. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de sociétés dont tu t'es séparé dernièrement, qui rentraient plus dans tes critères? Et si oui, pourquoi? À quel moment tu te dis faire le choix de vendre? C'est pas évident pour toi aussi, Sébastien. Faire le choix de vendre, je pense que c'est pas évident. C'est très dur parce qu'en fait, souvent les gérants, ça va faire plus de 20 ans, ça fait 25 ans que je gère de l'argent pour des clients. Souvent, on tombe amoureux de ces valeurs. On les connaît, on les adore, et on a du mal à s'en séparer. Et l'IA et les modèles quantitatifs ont cette froideur de pouvoir dire, bon, la tendance n'est plus là, la tendance part sur autre chose, sur un autre secteur, et il faut modifier son allocation d'actifs. Et c'est vrai que ça apporte cette froideur qu'on retrouve chez les personnes, chez nos 2 personnes qui font du quantitatif, où de temps en temps, ils trouvent des valeurs qu'ils ne connaissaient pas.
Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça va leur mettre le doigt sur des valeurs qu'ils n'auraient pas forcément eu l'idée d'aller chercher au départ. Et c'est vrai que d'avoir un peu de froideur de temps en temps, parce que les marchés sont très froids. Il faut rester humble. On nous demande aujourd'hui dans les marchés d'imaginer ce que vont faire des valeurs demain, donc de sortir notre boule de cristal et d'imaginer ce que demain va être à la fois la géopolitique, la politique, l'économie, avec des indicateurs du passé. Donc aujourd'hui, il faut être très très froid, très humble par rapport à la gestion financière. Les modèles quantitatifs font partie du processus de décision et donc de l'aide à la décision aujourd'hui dans une allocation, dans un choix de valeur, dans un choix de secteur. Ouais, mais je te rejoins moi sur ça, sur le côté quantitatif pour la froideur et surtout pour les découvertes d'opportunités, parce que nous c'est comme ça, le screening qu'on fait des actions, c'est ça qui nous, on va dire, donne les opportunités au début. On cherche évidemment d'abord, on a un scope quand même très large, on va voir sur certaines zones en particulier. Et après, ce côté quantitatif permet justement de faire le tri entre les valeurs qui méritent d'être creusées et celles qui ne méritent pas d'être creusées. Tu parlais du technique, nous on intègre aussi là, de récemment le momentum quand même comme aspect technique, c'est assez intéressant pour ramener un peu de perf. Tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est le momentum? Le momentum, c'est tout basiquement, c'est la tendance, on va dire, haussière ou baissière d'une entreprise sur les 6 à 12 derniers mois du cours de l'entreprise, parce qu'évidemment l'objectif c'est pas de faire rentrer, c'est de pas de casser la performance dès qu'on intègre un titre ou pas. Nous on a une vision quand même très long-termiste, on essaye d'avoir un taux de rotation très très faible quand même, parce que nous notre conviction c'est justement du buy and hold, c'est-à-dire donc acheter et garder sur du long terme, parce que c'est une entreprise sur lesquelles on a des convictions, sur lesquelles les fondamentaux sont très bons. Nous, l'aide à la décision, justement, c'est le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif, il y a plusieurs choses qui pourraient nous amener justement à sortir d'un titre. Soit on a trouvé une meilleure opportunité, récemment ce qui a été le cas sur un de nos portefeuilles, on a trouvé une meilleure opportunité sur un secteur en particulier, notamment sur la pharma chinoise, qui est un secteur très intéressant actuellement, on pourra y revenir après. Deuxièmement, c'est changement dans les fondamentaux de l'entreprise. Si une dette un peu trop excessive, la rentabilité du capital qui est plus aussi bonne, le risque de controverse c'est quand même également qui est assez important autour du management de l'entreprise, et également je parlais justement du Benchmark Score, un risque de manipulation comptable sur ces classes d'actifs. Le gros risque c'est quand même d'avoir des comptes qui sont gonflés et pas, on va dire, une meilleure couverture, pas une aussi bonne couverture on va dire que les titres les plus suivis actuellement. C'est ce qui peut nous amener, et également au niveau qualitatif, voir si le management a changé, si il n'y a plus la même philosophie d'allocation de capital que nous on recherche justement dans les titres dans lesquels on va s'investir. Donc on va dire que le quantitatif et qualitatif sont assez complémentaires et auraient pu éviter, je parlais d'Enron avant et ça c'est un exemple que j'aimais bien prendre. Enron, c'est on va dire un des plus gros scandales financiers des années 2000. En fait, l'entreprise a fait faillite et les actionnaires ont vu leur cours baisser du jour au lendemain quasiment à zéro, parce que l'entreprise, on va dire, présentait des comptes exceptionnels, était auditée par le cabinet Anderson à l'époque, si ma mémoire est bonne. Et en fait, si on avait eu des scores, justement, si on avait un peu plus creusé, on aurait vu du coup comportement un peu toxique avec l'auditeur de l'époque, des pratiques un peu trompeuses et justement des comptes beaucoup gonflés. C'est pour ça que nous, on fait très attention avec le quantitatif. Je te rejoins totalement là-dessus, qui aurait pu éviter justement certains scandales. Pour rebondir là-dessus, après avoir parlé de la difficulté à se séparer de certaines actions auxquelles on s'attache, j'aimerais qu'on aborde vos convictions justement du moment, votre lecture globale, tous les deux dans une niche différente du coup, donc peut-être que vous allez vous retrouver sur certains points et sur d'autres pas, et c'est ça que je trouve intéressant, justement c'est pour ça que j'ai décidé de vous réunir. J'aimerais peut-être que tu commences, Aymeric, savoir en ce moment un petit peu ta lecture, que ce soit, tu as évoqué le fait d'avoir un gérant obligataire dernièrement, donc peut-être que tu as des convictions sur les taux, donc expliquer ta lecture des taux, sur les actions aussi, que ce soit via du quantitatif ou via de l'analyse fondamentale, ce qui ressort un petit peu dernièrement, ce que tu regardes. Plein de choses. On regarde toujours. C'est un métier où on s'intéresse à tout. C'est vrai que l'obligataire, ça guide beaucoup de choses. Souvent, on dit que les marchés actions ne font que suivre ce que dicte le marché obligataire. Donc, c'est toujours intéressant de regarder le marché obligataire, le marché des taux d'intérêt d'État et des entreprises avec ce qu'on appelle les spreads de crédit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les taux ont eu plutôt tendance à monter, avec les risques géopolitiques notamment et les dettes qui s'accumulent aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des rendements intéressants sur des parties relativement mesuré de la courbe, c'est-à-dire sur le 3-5 ans. Donc aujourd'hui, avec on va dire des fonds à échéance, parce que moi j'aime bien les fonds à échéance, je vais vous dire pourquoi, on arrive à avoir des rendements entre 4 et 5,5%, suivant le degré de high yield qu'on met à l'intérieur. Et c'est pas mal de se mettre à l'abri sur des fonds à échéance avec ce genre de rendement dans lesquels on va dormir tranquille. Je dis dormir tranquille parce que le risque principal dans ces fonds-là, c'est le risque de défaut. Oui. On va d'un point A à un point B,
donc le taux de rendement qu'on a acheté au moment où on achète le produit financier, on aura de la volatilité, évidemment, parce que l'évolution des taux, l'évolution des spreads de crédit, le stress géopolitique, on peut avoir de la volatilité pour aller du point A au point B. Mais en attendant, s'il n'y a pas de défaut, on va quand même aller normalement du point A au point B. Et c'est ça qui est intéressant dans la produit obligataire. Et avec la hausse des taux récente, ma foi, mettre sur la partie plutôt prudente de son portefeuille entre 4 et 5% de rendement pour les 3 à 5 prochaines années et dormir tranquille, moi, je trouve que ça fait du sens. J'aime bien les fonds obligataires à échéance parce que, au final, on enlève un peu le risque du gérant. Le risque du gérant, c'est de faire des erreurs. De se dire, j'ai pris une sensibilité très forte, j'ai choisi une devise qui n'allait pas, j'ai choisi d'aller trop loin sur la courbe, j'ai pris du 10 ans ou du 15 ans ou du 30 ans même américain. Beaucoup d'erreurs. Le fonds à échéance, l'avantage, c'est qu'il est normé. On sait ce qu'on achète. On achète un fonds à échéance avec souvent une catégorie, soit plutôt investment grade, donc un investissement plutôt défensif, ou risqué avec beaucoup de high yield. Mais on sait ce qu'on achète dans le produit financier. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on détermine vraiment les caractéristiques de son produit. C'est pour ça que on disait tout à l'heure, la finance peut être complexe et difficile à comprendre, mais elle peut avoir certaines bases. Quand on achète un produit avec une échéance 2029, on sait que s'il a écrit que normalement c'est un rendement de 4,5% par an, ma foi, on va faire 4,5% par an jusqu'en 2029. Et peut-être qu'on va évoluer autour de ce rendement cible. Mais au final, si on n'a pas de défaut, on doit faire à peu près ce rendement. Donc, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans le marché obligataire. Après, dans le marché action, les convictions, elles sont importantes parce qu'on vit une époque avec un changement incroyable qui est celui de l'intelligence artificielle, qui est en train, on en parlait, qui va révolutionner énormément de pans de l'économie, des entreprises, avec des gains de productivité qui, au niveau sociétal aussi, peut avoir des impacts extrêmement forts et puissants. Et Elon Musk, qui est très présent sur ces sujets-là, parle aussi des effets que ça va avoir sur l'humanité. Donc, c'est très important de s'intéresser à ces sujets-là. Alors après, est-ce qu'il faut aller sur les sociétés de semi-conducteurs qui vont financer toute cette industrie-là, avec des surcommandes actuellement aussi des entreprises parce qu'elles ont peur de manquer de matériel informatique et technique. Donc, il y a des surcommandes. Donc là aussi, on parlait des pratiques comptables juste avant. Il y a des gros sujets quand on commande 2 à 3 fois le nombre de cartes graphiques dont on a besoin chez NVIDIA. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est des sujets qui sont aujourd'hui au cœur de l'évolution des marchés. Et aujourd'hui, moi, j'avoue que sur la partie semi-conducteur notamment, je pense qu'on est allé trop loin sur les valorisations. On commence à avoir des petits retours de bâton. C'est peut-être un petit peu justifié. Par contre, à long terme, encore une fois, croissance, c'est le moteur actuellement des marchés américains. Donc, il ne faut pas aller contre. Il faut faire peut-être de l'investissement progressif aussi. Ça, c'est des méthodes qui marchent très, très bien dans l'allocation d'actifs. C'est prouvé mathématiquement aussi. Et là, aujourd'hui, dès qu'il y a des retours importants sur ces valeurs-là, en mettre dans son portefeuille, ça a vraiment du sens. Alors, il y a plein de choses qui sont en train de se passer au niveau de l'innovation. Ça, c'est quelque chose qui est génial dans les marchés financiers, c'est qu'on peut suivre l'innovation en permanence, l'innovation du monde, les secteurs qui vont être le plus impactés par l'intelligence artificielle, comme la santé, comme la finance, la tech évidemment avec le coding, le codage, tout ça ce sont des secteurs qui vont énormément évoluer grâce à l'intelligence artificielle. Et à côté de ça, vous pouvez regarder des sociétés comme Alphabet qui commencent à regarder les sujets de compression des données. La compression des données, ça veut dire peut-être un jour moins de besoin de data center. Donc ça peut avoir des impacts aussi très forts sur cette industrie-là. Donc c'est ça qui est au cœur aujourd'hui de l'investissement. Mais je reste, pour ma part, persuadé que les retours qu'on connaît actuellement sur les marchés, les baisses qu'on connaît sur les valorisations peut-être de sociétés de semi-conducteurs seront plutôt des points d'entrée pour l'investisseur parce qu'à long terme, la demande est vraiment là et l'intelligence artificielle au sens large va avoir besoin de ces matières-là. Donc ça impacte aussi les producteurs, les matières premières, l'électricité, donc tous les Schneider, Legrand en France, tous ces sujets-là sont portés par cette croissance outre-Atlantique, parce que c'est principalement aux États-Unis que ça se passe aujourd'hui. On en parle peu, mais ça se passe aussi en Chine. Donc ça aussi, c'est une deuxième conviction. C'est que la Chine, c'est la force tranquille, mais c'est la force quand même. Et aujourd'hui, l'innovation est très présente là-bas. Le nombre de brevets qui sont déposés en Chine, c'est délirant. Donc, très clairement, une zone sur laquelle il faut avoir des actifs pour le moyen terme et dès maintenant.
Et là, se pose la question gestion active, gestion passive. Ouais. Toi, je sais que sur la Chine, par rapport à Sébastien qui fait uniquement de la gestion active même en Chine, je sais que toi, tu fais appel alors, soit à la gestion passive sur certains domaines, soit à des sociétés de gestion spécialisées en Chine pour trouver les bonnes valeurs. Pourquoi tu as fait ce choix-là ? Je sais que tu t'y déplaces aussi. Pourquoi tu as fait ce choix-là de t'y prendre comme ça pour la Chine, par exemple ? Parce que je n'ai pas les ressources nécessaires aujourd'hui pour aller chercher les bonnes valeurs et pas la connaissance suffisante pour aller identifier ces valeurs-là. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère aller sélectionner des gérants qui sont sur place, qu'on a pu aussi aller voir sur place. Et Paris est une zone en plus qui intéresse encore les analystes et les gérants étrangers. Donc ils viennent nous voir aussi à Paris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la place parisienne a encore de l'attrait pour ces gérants parce que les investisseurs, ils ont des investisseurs ici en local et donc ils viennent, ils se déplacent ici. Donc on peut trouver des fonds qui sont très bien notés par les agences de notation et qui ont des spécificités. Par exemple, on utilise un fonds sur les petites sociétés, les petites capitalisations chinoises. Moi, je n'ai pas la capacité, pas le temps nécessaire à allouer les ressources pour aller chercher et m'intéresser aux petites sociétés chinoises. Par contre, d'avoir un vrai spécialiste qui a du track et qui connaît cet univers par cœur, ça a de l'intérêt. Et ça, c'est de la gestion active qui est faite à l'intérieur de ces fonds-là. Et après, on peut faire de la gestion passive pour avoir les grands leaders, et notamment les grands leaders de la tech chinoise. Parce que plutôt que d'aller acheter du Tencent, de Alibaba ou en Corée d'autres valeurs, autant rester exposé sur l'Asie et sur la Chine de façon plus large sur les grands leaders. Les grands leaders, c'est ceux qui ont aussi la capacité d'innover, la capacité d'investir. C'est pour ça qu'en bourse, souvent, ils ont des performances qui sont relativement bonnes. On l'a vu avec le Nasdaq. Le Nasdaq est souvent l'un des meilleurs indices aux États-Unis parce qu'il est pondéré par les grands leaders qui peuvent financer toute la croissance. Mais ça marche aussi sur les émergents. Tu parlais de la Corée, Samsung par exemple. Tout à fait. Et c'est là où, quelque part, il ne faut pas opposer, pour moi, la gestion passive et la gestion active. C'est assez complémentaire. La gestion sur les small et mid, j'ai plutôt tendance à le faire sur de la gestion active avec des gérants actifs parce que c'est ce qui s'appelle l'inefficience de marché. Et capter l'inefficience de marché, la gestion active, c'est vraiment très, très bien le faire. Par contre, pour aller chercher juste les grands titres, à la limite, avoir un ETF, ça marche très bien pour ça. C'est une histoire de poids, de proportion, de tolérance du risque et d'acceptation. Et souvent, nous, comme on travaille sous mandat de gestion, on alloue aussi du capital en fonction du risque qui est toléré par les clients. Il faut bien être conscient qu'on peut avoir des convictions fortes, importantes, étayées et, on va dire, avec du vrai fondamental derrière, mais on n'a pas toujours raison. Et donc, on peut se tromper. Et donc, c'est pour ça que la notion de risque est très importante. Et sur les émergents, on ne peut pas en mettre peut-être autant que sur les États-Unis, quand bien même on a une conviction plus forte que les émergents nous donneront des meilleures performances peut-être que les États-Unis cette année. C'est un discours super intéressant et c'est là que ça devient, que ça prend sens, le fait que je vous ai fait venir tous les deux, parce que Aymeric a un discours très nuancé sur la gestion passive et active sur les marchés émergents notamment et certains secteurs comme les bancaires, je sais. Sébastien, toi, tu as un tout autre discours. Si le débat vous plaît, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, Sébastien, Seb Finance sur Instagram, et moi, Arnaud Berrier. Le Café Finance également, sur lequel on va développer beaucoup de contenu. Vous voyez, je ne suis plus tout seul. Sébastien en est un bon exemple. On essaye vraiment de représenter la nouvelle génération de la gestion de patrimoine. Vous pouvez facilement vous identifier à nous. On est deux jeunes et on veut vraiment faire passer ce beau message sur un secteur qui se développe fortement en ce moment. Sébastien, si tu peux expliquer sur la Chine tes convictions du moment, ce que tu regardes et pourquoi toi tu as fait le choix de rester sur de la gestion active pure, même sur des marchés émergents comme la Chine et peut-être d'autres marchés émergents que tu regardes. Je pense à l'Inde, le Japon peut-être, la Pologne, la Corée, la Pologne. Émergents, mais... Oui, déjà je rebondis sur ce que tu disais, c'est ça qui fait la force aussi de votre société de gestion et que j'aime beaucoup aussi, c'est la flexibilité que vous avez sur vos choix. Enfin, vous êtes totalement indépendant et c'est quand même quelque chose d'assez rare qu'on voit actuellement. Tu prônes l'indépendance aussi. Je prône l'indépendance, du coup, on se rejoint totalement là-dessus. Vous avez une flexibilité et ce que tu as dit, ce que tu soulignais très bien et ce qui est très peu dit actuellement, qu'on le voit avec l'uniformisation, c'est un même produit ne va pas aller à tous les clients. On peut pas, justement, c'est des commerciaux qui vendent le même produit au même scope de clients. Enfin, c'est pas possible. Il faut toujours faire du sur-mesure et ça, c'est quelque chose d'assez important. Après, au-delà de ça, au niveau des convictions, donc moi aussi, au niveau Chine, au niveau obligataire, je te rejoins totalement. L'obligataire, moi, j'aime bien l'obligataire comme mon style de gestion, on va dire, qui est plutôt de décorréler des marchés. J'aime aussi l'obligataire chinois,
qui est très peu regardé et qui est accessible d'ailleurs pour beaucoup, parce qu'on se dit on peut y accéder via certains contrats, etc. Il y a même des comptes titres, on peut y arriver compte titres avec des ETF. Je crois qu'il y en a un sur justement les obligations d'État chinois, c'est le CBND. C'est très intéressant à regarder. Au-delà de tout ça, du coup, pourquoi je m'intéresse à la Chine en obligataire, c'est parce que c'est, on va dire, une zone qui est totalement décorrélée des États occidentaux, de l'Europe, des États-Unis. Et malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut attendre sur la situation chinoise, la demande intérieure, etc., force est de constater que c'est une zone qui marche bien, comme tu le disais, où il y a de la croissance, où il y a de l'innovation. Et on va dire l'État est plutôt, enfin moi je le vois plutôt d'un côté sécuritaire. On a toujours le risque politique, le risque géopolitique qui existe, mais pour le moment, moi, c'est quelque chose sur lequel j'aime bien m'exposer pour justement réduire la volatilité d'un portefeuille. Au-delà de ça, pourquoi la gestion active j'ai choisi, c'est tout simplement ça rejoint en fait le small cap value parce que j'ai été formé comme ça et surtout j'ai regardé, on va dire au niveau historique, quand j'ai tout commencé au tout début, les meilleures performances depuis 50 ans. J'ai vu que le small cap value surperformait tout. Je me suis dit bon bah pourquoi pas. Et surtout que c'est l'essence même de l'investissement parce que dire que j'ai commencé dans une période où on avait vraiment une vision très court-termiste. On disait faut investir sur S&P 500, faut faire récemment, enfin sur les indices et surtout les ETF ont bien performé les dernières années, donc ça va marcher dans plusieurs années. Moi, c'est quelque chose qui m'horripile, c'est de dire fais du DCA, donc investis ton argent tous les mois sur les S&P 500, tu deviendras un millionnaire. Pour moi, c'est pas possible et c'est pas ça les sources d'investissement. On en parlait juste avant. Donc mes convictions, voilà pourquoi je continue à faire de la gestion active parce que déjà c'est quelque chose que j'aime. Pour moi, c'est l'essence même de l'investissement, c'est justement prêter de l'argent à une entreprise et investir dans une entreprise qui a une belle rentabilité du capital et qui va en faire quelque chose, parce que pour moi c'est ça l'essence même des marchés financiers. Au-delà de ça, pourquoi ma conviction en Chine, c'est que moi, je cherche principalement donc des valeurs sur ce marché-là parce que les niveaux de valorisation, on va dire, de ces marchés-là sont beaucoup plus intéressants, surtout quand on fait du value. Donc le value va s'intéresser à beaucoup de ratios de valorisation, PEG, PER, l'entreprise value sur les EBITDA, donc tous ces ratios-là qui vont nous permettre, on va dire, d'acheter une entreprise un peu moins chère que ce qu'elle ne vaut réellement, que ce que ses fondamentaux disent. C'est l'essence même du value. C'est l'essence même du value. Et on va dire qu'actuellement, où le marché américain, je crois que les ratios de valorisation, le PER moyen du marché est autour des 30, quelque chose comme ça, actuellement. Si on le pondère des grandes capitalisations, mais en grande générale, c'est ça. Le marché européen aussi un peu plus élevé, on est sur du 25 et quelques. Là, actuellement, en Chine, là, ça a un peu augmenté, mais pour certains, on tourne de 10-15, et je trouve encore des boîtes qui ne sont pas endettées, qui ont un gros dividende, qui ont une énorme rentabilité des capitaux. Moi, je regarde beaucoup le ROIC, donc c'est le retour sur les capitaux investis. Typiquement, si on met 1 euro, nous, dans la boîte, comment elle va le transformer en rentabilité. Et on trouve des entreprises comme ça avec des PER de 5. Enfin, moi, l'exemple typique que j'ai donné là récemment, c'est Consun Pharmaceutical, qui était une small cap toujours, sur, on va dire, la médecine, le pharmaceutique. Ils ont 2 segments. Un segment, la médecine traditionnelle chinoise, qui est de plus en plus poussée justement par le gouvernement. Et un autre segment qui est donc les agents qui permettent pour les IRM scanners de voir, on va dire, les organes. C'était 2 segments hyper complémentaires. Donc comme dans mon portefeuille, elle avait donc des segments diversifiés, parce que ça c'est quelque chose que je regarde aussi, qu'une entreprise ait un business plutôt diversifié, qu'elle ne dépende pas que d'un produit, parce que sinon ça pose quand même un gros risque. Et cette entreprise là a été reconnue, on va dire entre guillemets, commence à être reconnue par le marché. Elle a fait plus de 173% en un an, ce qui est quand même des choses qui sont assez rares, on va dire, sur plusieurs titres. Et c'est pour ça que moi je vais sur ces marchés là, donc au niveau de valorisation. Et il bénéficie quand même d'un cadre réglementaire avec l'État qui pousse, on va dire, l'investissement dans ces entreprises-là et dans les entreprises en fait, le gouvernement a un intérêt en fait à pousser ces zones-là et à attirer les investisseurs étrangers. On en voit, il y a de plus en plus de capitaux étrangers qui viennent dans ce pays-là. Et c'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à cette zone-là. D'autres zones intéressantes, parce que j'aime bien regarder ce qui n'est pas, on va dire, le plus regardé actuellement. Donc la Pologne, qui d'ailleurs en fait, a un indice qui performe super bien depuis le début d'année. C'est un des indices les plus performants en Europe, il me semble. Où il y a également beaucoup d'opportunités de petites capitalisations qui sont très intéressantes. Dans des services de logiciels, j'en ai découvert une il n'y a pas très longtemps, même si le secteur en général des SaaS, on parle de SaaS apocalypse de plus en plus parce qu'ils sont en train de se manger entre eux. C'est quand même des entreprises qui ont des fondamentaux exceptionnels et qui sont exposées dans des zones, la Pologne qui est de plus en plus en forte croissance, qui attire de plus en plus d'investisseurs. C'est pour ça que je vais m'exposer sur ce genre de choses, parce qu'à la fois on a une décorrélation des grands indices mondiaux, c'est-à-dire qu'en fait quand il y a eu les baisses, par exemple la baisse de l'année dernière lors de l'annonce des tarifs douaniers de Donald Trump, on a été beaucoup moins impacté parce que justement on était plus décorrélé des marchés. Et à la fois on va chercher beaucoup plus de performance, parce que la plupart de notre performance se fait aussi quand les marchés baissent, nous notre capacité à rester au-dessus. Ce qui est quand même assez intéressant, même si depuis le début d'année, on voit un regain pour les small caps. Donc ça, ces zones-là, je les regarde particulièrement, que ce soit au niveau des thématiques, que ce soit au niveau aussi de, on va dire, la politique d'allocation de capital qui est très stricte et qui est justement très positive sur ces marchés-là.
Voilà, donc c'est la plupart c'est les deux grosses zones actuelles laquelle je regarde. Je commence à m'intéresser à l'Amérique du Sud aussi, que ce soit au niveau brésilien pour l'énergétique, et également l'Argentine que j'aime bien regarder là de plus en plus. Ok, super intéressant. Bon, tu as délivré beaucoup de valeur, ouais. Mais c'est ce qu'on demande sur un podcast comme ça. On est là pour ça. Aymeric, il y a encore une classe d'actifs dont on n'a pas parlé. Si vraiment on souhaite arriver à battre le marché, en sachant de quel marché on parle, on l'a dit tout à l'heure, c'est les matières premières. C'est quelque chose que tu regardes aussi. On en parlait encore ce matin. Il y a eu un petit désintérêt pour l'or dernièrement. Si on parle d'une autre valeur refuge, peut-être on peut parler du Bitcoin si on la considère comme ça également. Le Brent qui est reparti à la hausse dernièrement à cause du contexte géopolitique. J'aimerais savoir comment tu analyses ça globalement. Ça fait partie des grands éléments des choses qu'il faut toujours regarder, en fait, les matières premières, parce que c'est une matière qui sert à produire pour beaucoup d'entreprises. Il y a toute la partie financière, spéculative, et on le voit notamment avec l'or, dont une grosse partie sert pour l'industrie, pour la finance quand je parle, mais aussi pour la joaillerie. Donc c'est là où la matière première peut avoir, notamment l'or, plusieurs sources qui les impactent très fortement. Donc, parce que si la joaillerie, la demande baisse, ça va avoir tendance à faire baisser le cours de l'or. Par contre, si les financiers et que les banques centrales mettent dans leur communiqué, comme ces dernières années, on va être acheteur d'or, on veut augmenter nos réserves d'or, là, vous avez un flux acheteur très fort, et c'est ça qui a poussé notamment le prix du cours de l'or à dépasser les $4 000 l'once d'or. Donc, ça a poussé très fortement l'actif. Par contre, là, depuis quelques semaines, un peu de prise de bénéfices massive qui font que ces actifs sont redescendus. Par contre, moi, je pense que le fondamental sur l'or est relativement bon à moyen terme, donc je reste positionné. Parce que c'est aussi un actif refuge, c'est un actif inflation, donc ça a pas mal de caractéristiques qui soutiennent en tout cas le cours de l'or. Pétrole, pour le moment, il bouge qu'avec la géopolitique. Donc bien malin celui qui va pouvoir dire le jour où le conflit en Iran s'arrête. T'avais tendance quand même à penser que ça allait s'arrêter prochainement pour une simple et bonne raison, c'est que Trump vient de perdre le Congrès. Il y a les élections de mi-mandat qui arrivent et tu penses que ça peut avoir un impact énorme sur la lecture de ce conflit-là? En tout cas, le Congrès signale qu'il ne soutiendra pas et qu'il souhaite qu'il y ait une fin du conflit et de l'intervention forte des États-Unis sur le conflit en Iran. Et c'est ça qui est aujourd'hui potentiellement source de... il va falloir à un moment donné que ça s'arrête. Deuxièmement, l'inflation que ça génère aux États-Unis est forte. Donc le risque pour l'économie américaine est quand même présent, même si l'économie tourne bien, fonctionne bien, l'emploi va bien. Il n'empêche que si Trump veut gagner, ou en tout cas moins perdre trop fortement les élections de mi-mandat, ça sera quand même assez important que ce conflit s'arrête. Donc j'aurais plutôt tendance à penser qu'à un moment donné, et tant mieux, ce conflit s'arrêtera. Donc ça aura normalement un impact négatif sur le cours de du pétrole, pardon, même si je ne suis pas sûr qu'on retombe à $60 le baril en ligne droite. On aura peut-être quand même quelques C'est pas une bonne nouvelle pour Montplein, ça. Et parce que pour toi, tu penses que la crise pétrolière, là, actuellement, parce on entend beaucoup crise pétrolière, tu penses qu'elle est inévitable? Ou parce que moi, j'ai une conviction quand même dessus. C'est quoi ta lecture, justement de... Moi, j'ai une lecture qui est très forte sur le pétrole à moyen long terme. Des gisements de pétrole, on continue à en trouver et à en développer. Okay. Et l'efficience énergétique fait que l'impact réel va être plus mesuré dans les années à venir. Okay. Donc c'est pour ça que le pétrole, ou ceux qui le voient à des niveaux stratosphériques, j'ai un peu de mal avec ce sujet-là, et j'ai une conviction assez forte que normalement le pétrole aura tendance à baisser dans les années qui viennent. C'est une conviction clivante par rapport à ce qu'on entend actuellement. Peut-être que tu voudras rebondir, peut-être que tu n'es pas d'accord. Je voulais juste dire, il y a des questions de souveraineté quand même derrière qui seront inévitables dans tous les cas. On le voit bien avec Trump qui va au Venezuela, c'est parce qu'il y a du pétrole. Quand il va à Cuba, c'est parce qu'il y a des réserves prouvées. C'est des sujets qui sont géopolitiques, évidemment. Mais encore une fois, du pétrole, on continue à en trouver. Bien sûr. Mais après, moi, de ce que j'avais étudié, en tout cas, de ce que j'avais regardé, c'est que les réserves s'amoindrissent et que même maintenant, s'il y a on va dire que si le conflit se résout demain,
on va dire à court terme, je parle pas du côté long terme, mais je parle du court-termiste, on va être en manque de pétrole parce que rien que le fait de tout remettre en marche, de rouvrir, on va dire, le détroit et de tout normaliser, ça va prendre quand même du temps et sur le court terme, ça risque de peser sur le prix. Je parle pas du long terme, évidemment. C'est là, ce que disent les analystes. À chaque fois qu'il y a un conflit, on a le même discours et à chaque fois, on s'en est sorti jusqu'à présent. Oui, bien sûr. Il y a tout ce qui est réserve stratégique. Voilà, c'est ça. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Qui s'épuise quand même. Et puis, on peut baisser ses sources d'énergie pour favoriser d'autres sources d'énergie. Et encore une fois, l'efficience énergétique fait que on peut espérer avoir moins besoin sur le long terme d'énergie fossile. Donc, entre les énergies renouvelables et l'efficience d'un autre côté, logiquement, à long terme, on doit être moins dépendant, en tout cas, du prix du pétrole. Et à court terme, c'est vrai qu'il y a ces à-coups potentiels dans la production, mais c'est peut-être plus les entreprises qui vont s'ajuster, les États aussi qui vont allouer de l'énergie différemment. Donc, il y a beaucoup de variables d'ajustement qui font que normalement, en tout cas, à moins que ce conflit dure des années, ça passera pour le consommateur et en tout cas le particulier. Ok, intéressant. Ça, c'était un débat intéressant. Ouais. Quand tu gères 1 milliard d'euros, pratiquement, tu as des responsabilités qui sont immenses. Comment tu fais dans la structuration de ton quotidien pour te dire que ton métier a encore du sens, c'est-à-dire je peux battre le marché, je suis capable de gérer de l'argent pour des particuliers. Je sais qu'on a eu le débat sur l'étude Spiva qui a décrédibilisé énormément les gérants, mais qu'on a débunk plein de fois déjà. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont déjà débunk cette étude, mais bon, dans l'imaginaire collectif, ça joue quand même. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Pourquoi le gérant a encore du sens aujourd'hui, en 2026? Pour plein de raisons. Parce que le métier de la gestion d'actifs, déjà, on gère sur différentes classes d'actifs. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, chez Pergame, du private equity, donc qui est toute une classe d'actifs. On a des OPCVM, donc des produits financiers avec des thématiques très spécifiques, comme les holdings d'investissement, ou par exemple la gestion compte qu'on fait en direct, ou par exemple le software. Donc des choses un peu spécifiques. Et la partie qu'on gère pour des clients privés, c'est tout un pan de l'activité pour lequel on a des profils de gestion qui sont bien organisés et qui permettent de gérer de façon encore avec un tout petit peu de personnalisation pour ses clients. Et c'est ça qu'on veut garder en tant que société de gestion indépendante. C'est ça qui donne encore pas mal de sens à l'investissement. Mais c'est un métier aussi qui est très organisé, régulé, et sur lequel on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment encadré parce que on gère de l'argent pour compte de tiers. Que ça soit dans les produits financiers ou en gestion sous mandat, c'est extrêmement régulé, contrôlé, avec multicouches d'organes de contrôle. Donc c'est bien encadré. Mais le métier de la gestion, de temps en temps, on dit ça peut être un métier de flemmard. C'est un métier dans lequel on investit à long terme, on a trouvé la bonne valeur, beau business model, bon business plan. Logiquement, je peux dormir tranquille, recevoir mes dividendes et faire de la performance financière. Si seulement. C'était ça. Ça peut être ça, les marchés financiers. Mais la valeur travail, elle a encore un sens dans ces métiers-là. Parce que celui qui travaille et qui s'intéresse à la matière, justement, il peut ne pas se contenter de ça et aller chercher comment allouer encore mieux son capital, comment trouver une valeur qui, dans le même secteur, on le disait tout à l'heure, tu le disais très bien tout à l'heure, va avoir des performances boursières potentielles supérieures, donc améliorer sa performance. Donc la valeur travail permet de générer de la performance. Et c'est pour ça que de gérer avec une équipe, parce que chez Pergame, on est 28, il y a beaucoup de personnes qui sont dédiées à l'investissement, qui sont spécialistes soit d'une classe d'actifs, soit de l'analyse, soit du quant, soit des marchés financiers ou de la partie taux. Donc vraiment, travailler en équipe, on est tous dans la même salle, pour pouvoir échanger, parce que celui qui parle des taux d'intérêt, il peut avoir de l'impact sur celui qui fait de l'analyse financière pour une entreprise. Donc c'est important d'échanger, d'être ouvert sur le monde, et cette valeur travail fait que ça peut se traduire en performance boursière pour les clients, pour les investisseurs. Je trouve que c'est des bons mots pour conclure. Peut-être pour conclure, toi Sébastien, une question à laquelle tu peux répondre assez rapidement. En quelques mots, pourquoi tu penses, après avoir entendu la nuance d'Aymeric sur ces sujets, pourquoi tu penses qu'il y a encore de la valeur à aller chercher à long terme pour battre le marché sur ta thématique spécifique du small cap value?
Comme tu l'as très bien dit, de toute façon, cette valeur travail et même moi je parle beaucoup de décorrélation, hein, c'est un mot que je dis beaucoup. Cette valeur travail et surtout on va dire que le rôle et notre rôle en allant chercher au-delà de surperformer les marchés, d'aller chercher de la performance, c'est aussi d'informer et de comprendre, on va dire, l'environnement dans lequel on se trouve. Parce que si on regarde bien la plupart des crises, on va dire boursières, la plupart des chocs, au-delà du fait évidemment que ça s'est matérialisé dans l'économie, c'est aussi quelque chose de très psychologique sur les marchés. Très psychologique, surtout pour les particuliers, parce que ça c'est quand même une thématique qu'on évoque beaucoup dans le Café Finance aussi. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est assez important à vulgariser. Et c'est pour ça que ce travail-là est très important et que cette valeur-là, on va dire, d'aller chercher beaucoup plus de performance est importante, on va dire, dans ce sens-là, et de montrer, on va dire, dans quelques années, moi ce que j'aimerais bien me dire, ce que je dis souvent, c'est quels sont les risques auxquels je n'ai pas pensé et que j'aurais bien aimé anticiper. Personne ne peut prévoir l'avenir, mais il y a des sujets, par exemple, qui justement sont peu évoqués. Par exemple, la dette IA, ça c'est un exemple que je prends souvent. Actuellement, l'intelligence artificielle, même sur le long terme, même si sur le long terme, c'est quelque chose qui va révolutionner le tout, que ce soit dans notre manière de pratiquer le métier ou autre. Pour l'instant, l'IA n'est pas rentable, c'est prouvé. Le retour sur les capitaux de l'IA n'est pas rentable. Et il y a des produits, par exemple, c'est une étude de Sutherland que j'aime beaucoup, hein, qui est une banque, j'aime beaucoup parler sur les CDS, Crédit Default Swap, qui sont typiquement, c'est une assurance, c'est une prime, on va dire, sur la faillite, on va dire, d'une entreprise ou autre. Et en fait, ces CDS ont augmenté drastiquement. Ce qu'on regarde, c'est une étude de JP Morgan hein, qui est sortie depuis la fin, on va dire, 2025 jusqu'à début 2026, qui augmente de plus en plus. Est-ce que ça nous dit qu'il va y avoir une récession ? Non, mais c'est quand même un sujet qui est important à avoir en tête pour ce type de sujet, ce type de débat. Et c'est quelque chose que moi, dans quelques années, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être potentiellement me protéger un tout petit peu contre ça, ou on va dire, tu as une manière différente d'investir en fait avec ça. Et donc, dans ce sens-là, remettre justement ce genre de sujet, au lieu de dire de suivre juste une tendance ou un indice, c'est pour moi l'essence même justement de la gestion active et d'aller chercher de la performance sur ces classes d'actifs-là en particulier, sur la mienne aussi, du small cap value. C'est très vrai sur l'histoire de la dette de l'IA. Moi, j'appelle ça le mystigri de la dette. Oui. Parce qu'aujourd'hui, cette dette, ils se commandent les uns les autres, ils se financent les uns les autres. Et en fait, ils créent de la demande, de l'offre et de la dette. Et aujourd'hui, heureusement, c'est financé par des entreprises qui ont des bilans extrêmement solides. Mais la réalité, c'est que pour le moment, tant qu'il n'y a pas de rentabilité pure, à chaque fois, on perd un petit peu dans le mystigri, on perd une carte. Et à un moment donné, il ne faut pas se retrouver avec la dernière et avec toute la dette. Et c'est ça l'enjeu, c'est de vérifier le moment où justement la dette devient dure à supporter. Et les CDS sont une des classes d'actifs qui permet d'avoir les premiers petits signes. Les prémices, ouais. Et encore une fois, c'est fait partie, on a commencé avec ça, parler que les marchés de taux obligataires dirigeaient un petit peu et donnaient la direction des marchés actions. Typiquement, les CDS, c'est souvent sur les marchés de dette qu'on les trouve. Et c'est pour ça que ce type de gestion indépendante, comme vous pratiquez, comme nous on pratique aussi dans le PLT Family Office, c'est ce qui permet de voir la différence entre justement des gérants qui essayent, entre gros guillemets, un flemmard qui essaye de suivre la tendance, et des gérants ou de la gestion indépendante qui permet d'avoir une meilleure flexibilité et qui cherche encore la surperformance que vous faites. Ce que vous faites chez vous et ce qu'on essaye de faire aussi chez nous. C'est une philosophie complètement différente, de plus en plus difficile à garder dans nos métiers. On en parlait tout à l'heure. Nous, dans la gestion de patrimoine, c'est pareil. On tend à une bancarisation de ce domaine-là avec les gros qui rachètent les plus petits à des multiples d'EBITDA assez énormes. Et on se retrouve, on a voulu fuir le système bancaire. Et je crois qu'on se retrouve à refaire un petit peu ce système-là, alors que je pense que les deux philosophies sont complètement différentes et qu'il y a de la demande pour les deux. C'est des beaux mots pour finir. Je crois qu'il y a encore... on a donné espoir, en tout cas, je pense, aux gens. On a donné quelques convictions aussi. Sébastien, t'en as donné quelques-unes, Aymeric aussi. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. C'était un bel échange. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À vous deux. Pour nous soutenir si le contenu vous plaît. On va en proposer plein d'autres dès comme ça, ou faire du contenu régulier. Donc merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Voilà. Merci à Arnaud. bientôt.